François Hollande tout à l'heure, mais écoute, moi j'aimerais bien avoir quand même une opposition forte et crédible. C'est ce qui amène le check and balances. Et ça permettrait donc d'avoir une opposition qui critique sur des bases saines, etc. Je dirais comme au Cap-Vert, comme dans certains pays qui sont reconnus pour leur système démocratique. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra peut-être, c'est le fait d'avoir eu le pouvoir par hasard, de l'avoir perdu. Bon, je crois qu'il y a un tourbillon, mais je pense qu'ils vont se ressaisir et qu'ils viendront parce qu'en réalité, il faut, même si ce n'est pas un système de deux partis comme aux États-Unis et dans beaucoup de pays anglophones, il faut une opposition forte pour que la démocratie soit réelle. Et mon souhait, c'est que le Front populaire ivoirien se reconstruise et joue le rôle donc, de parti politique donc crédible. Mais ceci étant, l'appel de Daoukro dont vous parlez, c'est un peu la réalisation par un certain nombre de leaders, dont le président Bédié et moi-même, que c'est l'union qui fait la force. Moi, j'étais le numéro 2 du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti du président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, quand je suis parti, c'est le président Bédié qui en a pris la présidence. Et en temps, au fil des crises, ceux qui me soutenaient, le ministre d'État Amadou Coulibaly et ses amis, ont créé un parti qui s'appelle le Rassemblement ça s'appelle comment? Le Rassemblement des Républicains. Bon, donc, ensuite, quand le général Gueye est arrivé, après le coup d'État, qui était au PDCI avec un certain nombre de gens, eux aussi ils ont quitté le PDCI pour former un parti qui s'appelle l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, le PDCI s'est scindé en 3 parties. Et là, nous avons réalisé qu'ensemble, en fait, former une majorité écrasante. Et c'est ce que nous avons fait à Paris. Je crois que à Paris, pendant que nous étions en exil, le président Bédié et moi-même, nous avons créé cette plateforme des oufouettistes avec ces 3 grands partis, et d'autres partis se sont associés à nous, le parti du président Bédié, le Bon Parti et le parti du général Gueye. Nous sommes mis ensemble pour nous dire que nous allons tous aux élections au premier tour, et celui qui viendrait en tête serait soutenu par les autres. Et comme je suis arrivé deuxième, après donc le Front populaire ivoirien, les autres m'ont soutenu, et c'est comme ça que j'ai pu être élu. Et en le faisant, j'avais promis également que le poste de Premier ministre reviendrait au PDCI. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus de cela, que le PDCI aurait un certain nombre de portefeuilles dans le gouvernement. Donc, voilà, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères et PDCI. Il y a d'autres PDCI. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire est PDCI. L'ambassadeur à Bruxelles est PDCI. L'ambassadeur à New York est PDCI. L'ambassadeur à l'UNESCO est PDCI. C'est cette alliance. Donc je crois que le PDCI a eu ma bonne foi et ma volonté de rassembler. Et en raison de cela, le président Bédié a estimé que pour la stabilité du pays et pour la paix, que ce n'était pas de peine que le PDCI présente un candidat aux élections de 2015 et que son parti le soutiendra. Voilà, donc pour les élections de 2015, je serai soutenu par le PDCI, par l'UDPCI. Le RDR n'a pas encore donné son soutien. Je pense qu'à Amadou, il n'y a pas de problème. Donc on a quand même appris 2 choses extraordinaires aujourd'hui grâce à vous. C'est que l'austérité, c'est de doubler le SMIC, et la démocratie, c'est une opposition forte, mais il n'y a pas de regret quand elle ne l'est pas trop. Vous savez, bon, tout de même, les 3 partis en question ont 85% des parlementaires, 90% des mairies, 90% des conseils régionaux.
Donc c'est quand même une alliance très forte. Et à la limite, ce n'est pas une bonne chose pour le moyen terme, après moi, quoi. Ça serait bien que quand même le FPI se renforce et qu'en 2020, il y ait des candidats qui puissent compétir. Moi, je serai un sage avec Didier, nous allons les voir compétir ensemble. Parce que nous allons respecter la limitation des mandats en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Je voulais aborder dans la dernière partie quelques sujets plus internationaux et après, en fonction du temps dont vous disposez, vous me direz. Première question porte sur la francophonie. D'ailleurs, on a vu pas mal de médias, là, on m'a beaucoup posé cette question, pas bien placé pour y répondre. Donc, je voulais vous le demander. Que pensez-vous de l'élection de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de la francophonie? Et comment le processus s'est déroulé? Ce que nous souhaitions pour la désignation du successeur d'Abdou Diouf, c'était par consensus. J'en avais parlé avec le président Hollande il y a exactement une semaine, d'ailleurs le jeudi dernier, on s'était parlé au téléphone avant de sauver. Nous étions convenus que c'était bien que ce soit un consensus. Et moi, je me réjouis qu'il y ait eu un consensus à Dakar. D'ailleurs, nous n'étions pas présents. Je pense qu'il y avait la France, le Sénégal, pays hôte, et puis les 4 ou 5 pays qui présentaient les candidats, ils se sont concertés et ont porté leur choix sur Mme Michaëlle Jean. Et c'est un très bon choix. Elle a été gouverneure générale du Canada. Il ne faut pas non plus qu'on pense que parce qu'elle est canadienne, c'est le cheval de Troie dans la francophonie. Non, elle est haïtienne d'origine. D'ailleurs, beaucoup de chefs d'État africains l'ont dit, mais c'est une africaine de la diaspora, même si ça date d'un siècle. Donc, c'est une femme brillante. Je pense que... Et elle nous a aussi dit pendant sa campagne qu'elle comptait amener un contenu économique dans la francophonie. Ceci lui tient à cœur. Donc moi, je considère que je viens de lui adresser une lettre de félicitations. D'ailleurs, je crois que, évidemment, elle fera un très bon secrétaire général. Nous allons, bien évidemment, nous autres, connaissons bien le président Abdou Diouf, le regretter parce que c'est un grand homme d'État, un ami et quelqu'un que nous admirons beaucoup. Alors, dernier point que je voudrais aborder, puisque c'est le forum Europe-Afrique, au fond, proposer de vous adresser à l'Europe. Nous, on s'est beaucoup, dans ces journées, adressé à l'Afrique. On a beaucoup écouté tous les Africains qui étaient là, et on a beaucoup appris d'eux, parce que c'est vraiment un continent d'innovation. C'est des choses qui sont sorties. Donc maintenant, je me tourne vers vous pour vous demander quels sont les messages que vous aimeriez passer au continent européen dans sa relation avec l'Afrique. D'abord, les relations sont particulièrement bonnes avec l'Europe. Je pense que notamment avec la France, et que ce soit au plan politique, ou au plan économique, au plan diplomatique, l'Europe a ses propres problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre. Vieillissement de la population, faible croissance, endettement très élevé, et ainsi de suite. Quelquefois manque de compétitivité, mais ça commence à aller mieux. Et donc moi, mon message, c'est de dire que l'Europe, les Européens, les entreprises européennes doivent continuer de croire en l'Afrique. Et ne pas être frileuses non plus, parce que bon, le fait de voir les entreprises chinoises, coréennes, japonaises venir quelquefois, j'ai beaucoup d'amis parmi les grandes entreprises françaises qui s'inquiètent de cela. Mais nous avons des critères nous sommes vraiment déterminés à être de manière impeccable en matière de bonne gouvernance. Et je crois que hier, nous avons eu une progression de 20 ou 30 pays, de 30 points en matière de bonne gouvernance.
Je ne sais plus, Amadou, notre classement est passé de combien à combien, tu as une idée? Ouais, à 111, donc on a quand même gagné 20 points. C'est-à-dire que donc la corruption diminue et surtout au départ avec la crise, la sortie de crise, nous avions beaucoup de marchés à gré et maintenant nous avons une très grande proportion, plus de la moitié, peut-être 60%. Les marchés se font donc par appel d'offres. Et les entreprises européennes, notamment françaises, ont tout de même un environnement qu'elles connaissent bien, la langue, le droit des affaires, même je dirais les amitiés, les réseaux. Beaucoup de responsables africains ont fait leurs études ici en France ou ailleurs en Europe, ont des amitiés, ont des relations de longue date. Et par conséquent, l'Europe doit continuer de croire en l'Afrique et surtout se dire que l'Afrique peut beaucoup apporter, beaucoup de choses. Et je suis réconforté, moi, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes Européens qui viennent maintenant en Côte d'Ivoire, pas seulement avant ils venaient en tourisme, mais maintenant ils viennent s'installer. Ils viennent, ils créent des entreprises, ils viennent travailler dans des entreprises, beaucoup d'entreprises françaises. Je ne dis pas que c'est bon pour la France, c'est bon pour nous, c'est délocalisé en Côte d'Ivoire, donc c'est très bien. Et par conséquent, on voit que le marché est un marché ouvert, un marché donc où tout de même les règles habituelles de compétition, de bonne gouvernance sont respectées, les questions de liberté de change, de rapatriement des dividendes, et tout ça est fait tout à fait normalement. Et puis l'arrimage à l'euro également permet à ces entreprises d'avoir, de ne pas avoir de risque de change à l'horizon, surtout quand ceci est accompagné d'une hausse du dollar. Vraiment, c'est le paradis. Alors, donc j'invite les entreprises européennes, françaises à venir en Côte d'Ivoire et les jeunes européens, français à venir parce que la Côte d'Ivoire, je crois, a un atout considérable. C'est une économie en forte croissance, je le disais au début, vous l'avez dit vous-même, 9 et 10% de croissance par an depuis 3 ans. Et on continuera sur cette lancée parce que nous avons beaucoup fait miser sur l'agriculture. Maintenant, les mines commencent à prendre le relais et dans 2-3 ans, ce sera le pétrole. Donc les